Web, TVR Vaud, le direct. Rochelle, Léonce Vieljeu, et évoquer sa mémoire. Léonce Vieljeu, maire de La Rochelle depuis 1930, a laissé une trace ineffaçable dans la mémoire des Rochelais, liée en particulier à son attitude exemplaire pendant l'occupation et à sa fin tragique dans la nuit du 1er au 2 septembre 1944 avec ses 105 compagnons de misère, dont 9 Rochelais, au camp du Struthof en Alsace. Homme d'une grande droiture, il avait acquis de son éducation protestante le sens du bien public, comme il le montra dans l'exercice de sa fonction de maire. De sa formation militaire à Saint-Cyr, il a conservé le sens du devoir, de l'honneur. Attentif aux événements du monde, dès 1938, il redoute la guerre et pense qu'il faut s'y préparer. En 1940, au moment de l'invasion du territoire, c'est un vieux monsieur ayant derrière lui une longue expérience de responsable comme chef d'entreprise et comme édile. Le matin du 23 juin, sous la pluie, l'armée d'invasion a fait son entrée à La Rochelle. Léonce Vieljeu l'attend, ancré dans sa conception de l'honneur. Il adopte dès le premier contact une attitude de refus qu'il va maintenir quel que soit le prix à payer. Ce 23 juin, sous prétexte que la demande est faite par un officier de grade inférieur au sien dans l'armée française, il refuse de faire baisser le drapeau français pour le remplacer par le pavillon nazi. Ce qui ne changea rien d'ailleurs, puisque dans la soirée, ce dernier flottait sur la mairie et les Allemands se contentèrent de l'expulser de son bureau à l'hôtel de ville, le reléguant dans une petite pièce. Cela ne l'empêche pas de récidiver en septembre 1940, après l'attaque de la flotte française à Mars-el-Kébir par l'aviation britannique. Il refuse d'autoriser la pose dans les lieux publics d'affiches anti-anglaises, sous prétexte qu'une telle obligation n'est pas prévue dans les clauses de l'armistice. Cette fois, à la demande des autorités allemandes, le préfet émet un arrêté de suspension, mais comme Léonce Vieljeu ne veut pas rester à l'écart de ses concitoyens, il s'occupe du Secours national et de la solidarité rochelaise. Il tient à ce que la sanction soit personnelle et demande à son conseil municipal de rester en place. En mai 1941, nouveau refus. Cette fois, les Allemands lui demandent sa participation à la rédaction d'un journal régional de propagande allemand. Il est expulsé de la ville le 17 juin jusqu'au 2 novembre 1941. À son retour, à la fin du mois, il reprend ses activités au Secours national et à la solidarité rochelaise. À ce titre, et par solidarité protestante, il est contacté pour aider 2 résistants du réseau Alliance, Franck Garde et Louis Graveau, qui doivent se faire oublier. Disparaître de La Rochelle, la Gestapo est à leur recherche. En tout cas, sa succession de refus en a fait un personnage particulièrement gênant, encombrant pour l'occupant. Il est arrêté le 14 mars 1944 en même temps qu'un petit groupe d'agents de l'Alliance. Pour le réseau, c'est un ami proche. Les Allemands en ont fait un des agents du réseau. Léonce Vieljeu est déporté avec les membres du réseau. Ils sont tous NN, c'est-à-dire nuit et brouillard, ce qui signifie qu'ils n'ont pas le droit de sortir du camp, ils n'ont pas le droit de recevoir de courrier ni de colis, ils sont complètement isolés. Ils sont internés donc au camp de sûreté de Schirmeck, en Alsace, un camp qui avait été ouvert pour les Alsaciens qui n'étaient pas très obéissants. Cloîtrés dans la baraque 10, les agents de l'Alliance sont en attente car l'affaire ne fait que commencer pour eux.
La Gestapo de Strasbourg est chargée d'instruire en vue de leur procès. Ils sont accusés d'espionnage et subissent des interrogatoires où alternent la violence et la compréhension. Les conclusions, connues en juillet, l'ont-elles été connues pour les interner? On ne sait pas. Minimisent les fautes et proposent des peines d'internement en camp de concentration, la sanction restant à la discrétion de Guérum, le responsable de la Gestapo. En fait, la cause est déjà entendue et l'enquête un simulacre de justice. Une fois de plus, les nazis ont montré leur souci d'une légalité apparente, car dès le mois de mai, Guérum, responsable de la Gestapo de Strasbourg, a reçu l'ordre de les éliminer tous. Hitler s'étant juré d'anéantir ce réseau trop performant qui a fait beaucoup de mal à sa flotte. Fin août 1944, les prisonniers de la baraque 10 savaient la délivrance proche, mais ils ne l'ont pas connue. Et au contraire, l'avancée des armées alliées a précipité leur fin. Dans la nuit du 1er au 2 septembre 1944, Léonce Vielle-Jeu est exécuté au camp du Struthof avec 105 membres ou proches du réseau Alliance, dont ses 9 compagnons rochelais. 3 des agents rochelais du sous-réseau Sistar sont spécialisés dans le renseignement militaire maritime. Joseph Camaret, agent Z751, directeur des chantiers navals d'Elmas-Vielle-Jeu. Louis Graveau, agent Z752, mécanicien de marine employé chez Delmas-Vielle-Jeu. Franck Garde, agent Z753, conducteur de pont roulant dans une des alvéoles pour sous-marins dans la base de la Palisse. Agent particulièrement performant par les renseignements qu'il a pu fournir. 3 autres agents moins spécialisés font partie de l'ensemble. Jacques Chaperon, agent L51, Franck Delmas, agent N54, tous deux neveux de Léonce Vielle-Jeu. Georges Emonin, alias Kariama, le radio, et comme otage, son épouse Marceline, qui n'était pas du tout membre du réseau, et qui va également disparaître. 2 proches du réseau, le petit-fils de Léonce Vielle-Jeu, Yann Roulet, pasteur à Mougon, dans les Deux-Sèvres, et un agriculteur également de Mougon, Étienne Girard, qui ont hébergé Franck Garde et Louis Graveau pendant quelques jours. Léonce Vielle-Jeu, 79 ans, n'était pas immatriculé dans le réseau. Il était considéré comme un ami bienveillant, ce que dit Marie-Madeleine Fourcade, la responsable de l'Alliance, dans son livre « L'Arche de Noé ». Bien connu de ses administrés, M. Vielle-Jeu avait su gagner leur affection et leur respect. Resté simple pendant son emprisonnement, il refusait les faveurs que son âge ou sa position sociale auraient pu lui valoir. Durant sa détention au camp de Schirmeck, il s'est intégré au groupe de la baraque 10, participant aux activités d'animation. Notre gratitude va à cet homme courageux et à ses compagnons qui ont combattu jusqu'au sacrifice pour rétablir la liberté dans notre pays. Pour nous, ainsi que pour les jeunes générations, comme il l'a été pendant l'occupation, il reste un exemple dont nous avons grand besoin actuellement.